Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer tout doucement ce dernier cours. Et bon, je vais passer une partie du temps de cette heure et demie sur un petit cas que vous trouverez sur Moodle, qui est un cas qui va me permettre de faire la synthèse à la fois du chapitre 7, mais également de revenir en partie sur le chapitre 6. Il va plutôt bien s'adapter à ce petit type de bricolage. Et puis, je vais prendre un petit temps pour vous parler également de ce qui va être le test final. Vous donner peut-être quelques pistes pour travailler celui-ci. Donc, si vous êtes prêtes et prêts, je vais commencer tout de suite avec mon petit cas de synthèse. Et puis, je prendrai peut-être une dizaine de minutes pour parler de ce test final. Donc, le cas que je vais utiliser, c'est celui-ci, l'agence Belle Savoie, que vous avez pu trouver il y a quelques jours maintenant sur Moodle. Belle Savoie, c'est un peu l'archétype de ce qui peut être l'étude de cas portant sur la deuxième partie. On va avoir une entreprise issue d'une agence réceptive, c'est-à-dire qui organise des prestations touristiques, qui propose plusieurs produits. La question d'entrée, c'est est-ce qu'on est face à une entreprise qui réalise un bénéfice ou pas? Est-ce qu'elle a un seuil de rentabilité qui est proche ou lointain? Bref, le chapitre 6. Et puis ensuite, on va descendre au niveau des produits eux-mêmes. On constate quelque chose, on descend au niveau des produits eux-mêmes. A priori, on aura un produit qui peut poser problème et on va tenter de voir ce que l'on peut faire en ayant quelques axes là, de travail. Je les ai un peu limités parce qu'on aurait pu en voir beaucoup plus. Donc, on va commencer par ce qui est la première question. Nous est fourni un compte de résultat différentiel. C'est ce que vous avez dans cette question numéro 1. Donc, le chiffre d'affaires d'entreprise nous est connu, 828 000 euros pour l'agence Belle Savoie, des charges variables qui sont à 579 600 et des charges fixes. C'est vrai que le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est calculer le résultat de cette entreprise en faisant basiquement la différence entre le chiffre d'affaires et puis nos différentes charges, variables comme fixes. Et là, on est face à un résultat qui est de 38 400. Notre entreprise fait effectivement un petit bénéfice, mais ça, on sait depuis le début qu'on pourrait regarder où est-ce qu'on se situe par rapport à celui-ci. C'est un calcul de profitabilité. C'est un des premiers calculs qu'on a vu ensemble. Je rapporte le résultat au chiffre d'affaires pour regarder ce qui se passe en pourcentage. Et là, j'ai une profitabilité de 4,6%. On ne peut pas dire qu'on ait une profitabilité qui soit miraculeuse. On a déjà vu quand même beaucoup mieux par le passé. Parce que là, lorsque l'on réalise 100 euros de chiffre d'affaires, on a 4,60 € de bénéfice. C'est quand même beaucoup d'énergie dépensée pour pouvoir faire ce petit bénéfice. Donc, on a besoin d'en savoir plus. Le savoir plus, c'est peut-être déjà se rendre compte du risque inhérent à cette entreprise. Donc, dès qu'on parle un peu de risque, on dégaine le seuil de rentabilité. Avec la formule classique, je prends les charges fixes que je multiplie par le chiffre d'affaires connu, l'ensemble étant divisé par la marge sur coût variable de ce chiffre d'affaires connu. Ici, 210 000 de charges fixes, 828 000 de chiffre d'affaires,
et je le divise par ma marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins charge variable. Ce qui nous fait un seuil de rentabilité à 700 000 euros. C'est le seuil chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir un résultat égal à 0. Alors là, je reste un peu sur ce qui est le chapitre 6. Ce n'est pas demandé, mais puisqu'on est là, on va s'amuser un tout petit peu. On peut le compléter par la marge de sécurité, histoire de conforter un tout petit peu tout cela. Marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires connu moins le seuil de rentabilité. Le chiffre d'affaires connu, 828 000. Seuil de rentabilité, 700 000. C'est donc 128 000 de marge de sécurité pour cette entreprise. Les deux nous disent la même chose. À peu près 7/8 du chiffre d'affaires est nécessaire pour pouvoir couvrir les charges fixes de l'entreprise. Et 1/8 de ce chiffre d'affaires est nécessaire pour générer notre résultat final. Et c'est aussi ce 1/8 qui, entre guillemets, est sacrifiable sans qu'on passe dans une zone de perte. J'en profite pour vous faire réviser aussi le levier opérationnel. Non, j'ai pas pu en fait. Levier opérationnel, marge sur coût variable sur résultat. Alors, ce levier opérationnel, on le retrouvera aussi l'année prochaine, quel que soit votre parcours en analyse financière, en Master 1 également. C'est un outil qui est plutôt assez intéressant à avoir en tête. Ce levier opérationnel, c'est notre marge sur coût variable. Donc, je prends le chiffre d'affaires moins les charges variables et le tout divisé par le résultat. Ici, un levier opérationnel de 6,4. Ce qui est important, c'est pour vous la capacité à commenter, voire à faire des préconisations. C'est le but du contrôle de gestion. Ce n'est pas le calcul lui-même qui est l'objectif. Donc ici, il faut que vous gardiez en tête que ce 6,4, je vais l'arrondir à 6,5, ce sera plus facile pour nous, signifiera que si le chiffre d'affaires augmente de 1%, alors le résultat devrait augmenter de 6,5 fois 1%, c'est-à-dire devrait augmenter de 6,5%. Donc effectivement, si vous passez à l'échelle supérieure, cela veut dire que si le chiffre d'affaires augmente de 10%, vous allez avoir un effet de levier important, puisqu'il faut s'attendre à 65% d'augmentation de votre résultat. Donc une sensibilité assez importante à la variation du chiffre d'affaires. Le problème inhérent, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si le chiffre d'affaires diminue de 1%, alors le résultat devrait diminuer de 6,5%. Et c'est bien là tout le problème. Parce que si vous perdez 10% de chiffre d'affaires, vous allez perdre 65% de votre résultat. Donc une sensibilité importante. Bon, quand on est à cette fin de deuxième partie, chapitre 6, chapitre 7, la question qui va se poser, et que je me permets de vous poser, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir un levier opérationnel important ou d'avoir un levier opérationnel faible?
Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Ah, j'ai un petit message qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faible ou pas faible? Qu'est-ce qui est le mieux? Faible, moyen. Alors, moyen, là, on ne se mouille pas, évidemment. C'est entre faible et fort. Faible, faible, qu'il y a moins de risques. Ça dépend de la taille de l'entreprise. On appelle ça ne pas se mouiller. Faible. J'aurais pu vous faire un sondage là-dessus. Alors, là, je vais aller sur mon écran blanc pour mettre deux, trois petites choses en place. Il faut voir qu'en gestion, quand on pense entreprise, il y a une loi qui est une loi fondamentale, c'est dire la rentabilité, c'est une fonction du risque. S'il n'y a pas de risque, eh bien, vous avez une rentabilité faible. Et qu'au contraire, si vous êtes face à une action pour laquelle il y a un risque plutôt assez important, eh bien, il faut s'attendre à une rentabilité qui peut être d'un niveau élevé. Elle peut être d'un niveau élevé en positif, bien sûr, comme en négatif. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de profit, il n'y a rien. On est sur une rente. C'est ce que vous connaissez bien avec un livret A. Un livret A, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'impôt dessus, il n'y a rien. Mais ça ne rapporte rien. Alors que si vous jouez en bourse et que vous achetez des actions qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire qu'il y a un risque important, eh ben, vous pouvez gagner beaucoup, comme vous pouvez perdre beaucoup. Mais ça, c'est inhérent au fonctionnement des entreprises. Ça, c'est le premier point. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée, je me permets d'essayer de vous faire un petit bout de graphique, qui est celui-ci. Et puis, je vais mettre dans une sorte de cycle de vie de l'entreprise. C'est un peu comme en marketing pour un produit. Une entreprise, ça naît, ça vit, ça devient mature, et puis un jour, ça disparaît. Eh bien, je vais faire apparaître quand même deux situations différentes. Première situation, l'entreprise est sur le début de sa vie. Je vais être par là à peu près, la première partie, ma partie gauche. Bon, l'entreprise, la première partie de sa vie, elle est sur un nouveau marché. Elle va sans doute devoir s'équiper. Et on va s'attendre à ce qu'elle s'équipe beaucoup, pour plusieurs raisons. Première raison, proposant des produits nouveaux, il y a de fortes chances que derrière, il y ait une demande qui soit croissante. Et il faut pouvoir répondre aux clients. Donc avoir l'équipement pour fabriquer, pour vendre, pour distribuer. Deuxième chose, si vous êtes sur des produits qui sont nouveaux, plutôt innovants, il y a de fortes chances qu'il n'existe pas aujourd'hui encore de sous-traitance pour pouvoir fabriquer une partie de celle-ci ou la totalité. Donc, il faut bien le faire soi-même. Et puis, troisième raison, si c'est quelque chose qui est un peu neuf, vous allez avoir beaucoup de réticence à confier la fabrication à d'autres, parce que le risque, c'est que ces gens, pas plus bêtes que d'autres, vous piquent l'idée et deviennent aussi vos concurrents. Donc, dans un premier temps, je vais m'attendre à avoir des charges fixes élevées. C'est incontournable. Et si j'ai des charges fixes élevées, attendez. Je peux répéter. Donc, j'ai trois grands éléments sur la première partie de vie de l'entreprise. Une entreprise, par exemple, qui est innovante. L'entreprise est innovante, donc ça veut dire que les produits qu'elle lance sont plutôt nouveaux, technologiquement, etc.
eh bien, il y a de fortes chances que la demande augmente, soit assez forte. Donc, il va falloir qu'on soit capable d'avoir de quoi produire et vendre. Donc, on va mettre en place de la charge fixe pour ça. Deuxième chose, si on est sur quelque chose qui est vraiment nouveau, bien en tout cas au début, il y a très peu de chances qu'on trouve des sous-traitants qui puissent nous fabriquer le produit, voire même une partie du produit. Donc on va devoir le faire soi-même. Et puis troisième raison, si mon produit est nouveau, confier la fabrication à quelqu'un d'autre, c'est le risque que ces gens-là piquent l'idée et lancent leur propre produit à partir d'une autre. Donc, trois raisons qui plaident pour que derrière, je m'équipe de manière conséquente. Je vais mettre de l'équipement, je vais engager des salariés en contrat de travail, etc. pour faire ça. Bon, charge fixe élevée, eh bien, ça veut dire que le levier opérationnel est élevé. Et ça va m'aller très bien en tant que, par exemple, associé, investisseur, parce que comme je suis en phase de croissance, le fait d'avoir ces charges fixes élevées m'assure un levier opérationnel élevé. Donc, derrière, toute hausse du chiffre d'affaires va se traduire par une augmentation forte du résultat. C'est ce qu'on vient de voir avec notre agence Belle Savoie. Avec un levier de 6,5, j'ai pour toute hausse de chiffre d'affaires un résultat qui va faire un bond en avant. Donc, si je suis investisseur, je vais choisir dans le paquet de nouvelles entreprises celles qui vont me mettre en avant un LO élevé. Et puis, il y a le moment où mon entreprise, deuxième situation, mon entreprise est mature. Ses produits sont des produits largement diffusés. Les concurrents se sont installés depuis un petit moment. Eh bien, là, donc la situation change. Si j'ai de la concurrence, si j'ai une demande qui est saturée, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus vraiment de demande nouvelle, on est sur du renouvellement d'équipement, là, je vais devoir me battre avec mes concurrents. Je vais me battre, par exemple, sur les prix. Je vais tenter de conserver ma place en baissant le prix des produits proposés. Mais si je baisse le prix du produit proposé, il va falloir que je lutte constamment pour baisser les coûts si je veux conserver du bénéfice. Logique. Donc là, je n'ai pas tellement de solutions. Je vais devoir externaliser une bonne partie de ce que je fabrique, trouver des sous-traitants qui font moins cher. Le principe étant d'ailleurs que l'on va passer de sous-traitant en sous-traitant, cette sorte de patate chaude. C'est pour ça que vous trouvez dans des entreprises et des secteurs matures ce qu'on appelle des sous-traitants de premier rang, de second rang, de troisième rang, typiquement le secteur automobile par exemple. Je vais avoir d'autant moins de scrupules à trouver des sous-traitants que c'est plus sur le produit et sa technologie que tout repose. C'est largement banalisé, connu, commun. Donc en gros, presque n'importe qui pourrait créer le même produit. Je vais me différencier sur d'autres choses, sur la marque, sur la réputation, etc. Du marketing. Donc, il n'y a plus de raison que ici, la charge fixe soit élevée. On va être dans une situation où on va tendre à la baisse des charges fixes. Et on va d'autant plus aller vers une baisse de la charge fixe qu'en tant qu'investisseur, je vais largement pousser pour que l'entreprise se débarrasse de ses charges fixes. C'est pas bien joli, mais j'aimerais bien que ce soit fabriqué ailleurs, chez des sous-traitants. Je vais délocaliser, etc. Et donc,
je vais avoir ici une entreprise qui, si elle a compris un peu le sens de l'histoire de son marché, va avoir un levier opérationnel revu à la baisse. Et ça, ce sera d'autant plus important pour moi en tant qu'investisseur que mon entreprise, dans cette partie-là de sa vie, risque de voir son chiffre d'affaires, ses prix, qui sont en baisse. La fameuse guerre des prix dont je vous parlais, le marché saturé, la demande qui peut-être est décroissante. Donc dans ces conditions-là, s'il y a des chances que le chiffre d'affaires baisse, le levier opérationnel élevé veut dire que mon résultat va baisser encore beaucoup plus vite. Donc ça, il va falloir que je lutte pour que le levier opérationnel soit le plus faible possible. Voilà un tout petit peu comment ça se positionne. Ça vous permet de comprendre aussi, quand vous avez des secteurs un peu anciens, un peu matures, pourquoi on a ce fameux désinvestissement industriel. Et la charge fixe, là, devient l'ennemi. Elle était l'ami au début de la vie de l'entreprise, elle devient bien l'ennemi par la suite. Et tout euro de charge fixe va toujours poser un problème. Voilà. Est-ce que ça va, cette petite explication? Question? Oui, oui, merci. Voilà, que de oui aujourd'hui. Super. Bon, ça, gardez-le bien en tête, parce que si vous vous intéressez un tout petit peu au monde de l'entreprise, ça vous explique quand même pas mal de choses, quoi. Et pourquoi il est quand même compliqué de lutter contre la désindustrialisation, pourquoi des entreprises dans des secteurs plus que matures licencient, vident leurs usines, etc. On peut faire du politique, mais l'économique est imparable quelque part à ce niveau-là, malheureusement peut-être. Je reviens sur mon petit tableur. Voilà, on a pu regarder ce qui se passait avec l'entreprise en général. Donc maintenant, on va descendre un tout petit peu plus bas dans l'analyse de l'entreprise en se disant, notre résultat n'est pas si important que ça. Peut-être qu'on a l'un ou l'autre de nos produits qui n'est pas si super que ça. Quand on est en train de réfléchir là-dessus, on est sur des méthodes maintenant de coût partiel. Donc, il y en a deux qui se détachent. On a, dans un tableau qu'on va remplir dans quelques secondes, une méthode qu'on appelle le direct costing. Ça, vous vous rappelez dans la vidéo que je vous avais mis ce qu'est cette méthode. Donc, surtout, ne faites pas une traduction littérale, parce que ça va vous donner la méthode du coût direct et c'est pas c'est pas vraiment complètement ça. Et puis, on a une autre méthode qu'on appelle la méthode du direct costing évolué. On revoit ça dans quelques secondes. Je vais commencer pour chacun de nos trois produits à calculer la marge sur coût variable. C'est notre méthode du direct costing. Pour ceci, on va pour chacun des produits calculer son chiffre d'affaires. Donc ça, sur le petit tableau fourni, vous avez pour chaque produit le nombre de visites, c'est-à-dire la quantité de produits vendus, ainsi que le prix de vente. Ainsi, sur la Savoie médiévale, 3000 visites, à un prix de visite de 75 €. Ce qui vous fait 225 000 € de chiffre d'affaires pour ce produit. On va retrancher pour obtenir la marge sur coût variable, la charge variable. Bon, là, ça ne va pas être bien compliqué. Pour avoir la charge variable, je prends de nouveau le nombre de visites vendues. Et puis, on a de la charge variable qui nous est donnée pour 47 €. Donc, un total de 141 000 € de charge variable. Et la marge sur coût variable, c'est la différence entre les deux.
Ici, donc, la marge sur coût variable est de 84 000. Et on va pouvoir le dupliquer. Alors moi, je me fais un petit recopier vers la droite pour obtenir les mêmes calculs pour les deux autres produits. Je vais rester quelques instants sur cette marge sur coût variable. Cette méthode du direct costing, parce que l'idée est la suivante, c'est de pouvoir définir ce qui est un bon produit. Et le bon produit, c'est le produit qui, dans cette méthode-là, couvre ses charges variables. Donc, il y a assez de chiffre d'affaires pour que la charge variable soit couverte. Et puis, éventuellement, on a un peu de marge sur coût variable qui apparaît. Et donc, si on est face à ce type de produit, lorsqu'on a des marges sur coût variable positives, elles vont servir à couvrir l'ensemble des charges fixes de l'entreprise. Est-ce que vous voulez que je vous le marque quelque part? Peut-être ceci. Je vais me mettre ici sur la droite et puis je vais vous faire un petit résumé écrit. Cette méthode nous pose la question, qu'est-ce qu'un bon produit? Au sens entreprise, hein, pas au sens consommateur. La réponse va être un bon produit doit générer assez de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges variables et dégager de la marge sur coût variable participant à la couverture des charges fixes de l'entreprise. Ça, c'est la méthode du direct costing. Alors, c'est une méthode qui a connu ses heures de gloire il y a bien quelques temps maintenant, mais qui trouve ses limites, qui aujourd'hui est une méthode pour laquelle la pertinence n'est plus au rendez-vous. Simplement parce que si vous prenez les charges pour obtenir un produit, on s'aperçoit que la charge variable représente une part de plus en plus faible du coût total d'un produit. Donc, il devient très compliqué de trouver un produit qui aurait une marge sur coût variable négative. Ça participe à ce dont on a déjà parlé, la modification des différentes catégories de charges au sein des entreprises. La charge variable, c'est par exemple de la matière première. La matière première, ça pèse plus grand-chose dans un produit. Et dans les charges que l'on peut rencontrer dans les entreprises, eh bien, aujourd'hui, on en a de nature très diverses, mais de plus en plus présentes. On a, par exemple, des charges qui sont des charges de R&D, recherche et développement. Ça, c'est plutôt de la charge fixe. Vous avez toutes les politiques qui tournent autour de la qualité. Ça aussi, c'est avant tout
de la charge fixe, les fameuses normes qualité, ISO, etc. On va trouver beaucoup de logistique, de plus en plus. Que ce soit de la logistique par bateau, parce qu'il y a des porte-conteneurs, des trains, des choses comme ça. Et on met en place des liaisons régulières. On n'est pas au coup par coup. Vous vous rappelez, on avait rencontré à un moment la charge variable dans un exo qui est la charge variable, donc le wagon, le train, le camion, qui fait des lignes régulières. Voilà, beaucoup de choses de ce type-là apparaissent. On a la montée en puissance de tout ce qui est la stratégie marketing. On va récolter ce qu'on appelle de la data pour affiner nos recherches de clients. Vous avez, puis je vais arrêter là, aussi beaucoup de services après-vente, de hotline, etc., etc. Bon, ben, tout ça, c'est des charges fixes qui apparaissent en grand nombre. Souvent plutôt assez nouvelles et qui déséquilibrent complètement la structure des charges. Résultat des courses, direct costing ne nous apprend plus grand-chose. Voilà, je ne vais pas insister plus longtemps là-dessus. On a une deuxième méthode qui est arrivée un peu plus tardivement. Moi, je vais peut-être effacer mon truc parce que ça ne fait pas terrible. On a une deuxième méthode qui donc arrive un peu plus tardivement pour essayer de répondre un peu à ce nouveau défi. C'est la méthode du direct costing évolué. La méthode du direct costing évolué, c'est dire un bon produit, il faudrait non seulement qu'il couvre les charges variables qu'il utilise, mais comme il utilise peut-être aussi des charges fixes et qu'il est seul à les utiliser, et bien dans ce cas-là, il faut aussi qu'il soit capable de les couvrir. Donc on a des charges fixes spécifiques qui sont alors mises en évidence. On va trier un tout petit peu. Donc ça alourdit les méthodes, mais c'est ce qui a également été fait. Vous avez sur le tableau de gauche les charges spécifiques pour chacun des 3 produits. Donc là, évidemment, quand j'ai 3 charges fixes spécifiques produits, eh bien, la part des charges fixes restantes, c'est celles qui sont communes à toute l'entreprise. Je vais donc reporter mes charges fixes dans mon tableau. Ainsi, pour la Savoie médiévale, je suis à 35 000 de charges fixes spécifiques, ce qui nous permet d'introduire une nouvelle marge que l'on appelle la marge sur coût spécifique. Vous trouverez quelquefois un autre nom, c'est le nom de marge de contribution. La logique va être tout de suite donnée derrière. Pour obtenir cette marge sur coût spécifique, eh bien, je prends la marge sur coût variable que l'on avait calculée précédemment et je lui retranche cette fameuse charge fixe spécifique. Ainsi, pour la Savoie médiévale, j'ai une marge sur coût spécifique de 49 000. Et ceci va pouvoir se généraliser aux 2 autres produits. Moi, je recopie vers la droite. Cette méthode du direct costing évolué, donc elle aussi va nous dire ce qu'est un bon produit. Et un bon produit, c'est un produit qui non seulement couvre ses charges variables, mais couvre aussi ses charges fixes spécifiques. En fait, il couvre les charges dont il est le seul à avoir l'usage. Et il sera d'autant plus bon, ce produit,
qu'il reste un tout petit peu de chiffre d'affaires une fois les charges couvertes, c'est-à-dire qu'il reste de la marge sur coût spécifique. Et cette marge sur coût spécifique va contribuer à couvrir la charge fixe commune de l'entreprise, c'est-à-dire la charge fixe qui est utilisée par tous les produits. Par exemple, vous avez un accueil de l'entreprise, vous avez une direction générale, vous avez un parking, vous avez un site internet, vous avez nos fameuses recherches et développement, etc. Ce qu'on voit apparaître ici, eh bien, c'est donc deux situations pour notre entreprise La Belle Savoie. Nous avons deux produits, vous le voyez ici, qui dégagent une marge positive, la Savoie médiévale et la visite guidée d'Annecy. Et puis par contre, on a le troisième produit, la magie du baroque savoyard, qui lui a une marge sur coût spécifique de moins 3000. Bon, ben là, c'est le produit pour lequel il y a un petit souci, parce que ça veut dire que ce produit-là, eh bien, il a un chiffre d'affaires qui n'est pas suffisant pour couvrir les charges qu'il est le seul à utiliser. Avec 243 000 € de chiffre d'affaires, il n'y en a pas assez pour couvrir les 198 000 de charges variables et les 48 000 de charges fixes spécifiques au produit. Et ceci va être d'autant plus gênant qu'avec sa marge négative, en fait, il vient, entre guillemets, consommer la marge que les deux autres produits avaient dégagée. Et donc, c'est autant de marge en moins que l'on a pour couvrir charge fixe commune et créer du résultat. La charge fixe commune, eh bien, maintenant, on va regarder comment elle est couverte. Là, je suis sur seulement la vérification. J'avais au total 210 000 de charges fixes pour l'ensemble de l'entreprise. Si j'enlève les 3 charges qui sont spécifiques au produit, ce qui me reste, c'est la charge fixe commune, qui est ici de 64 000. Et pour en terminer, eh bien, je vais calculer maintenant le résultat de l'entreprise. Vous voyez qu'à partir de là, je reviens dans une approche totale globale de l'entreprise. Et ce résultat, c'est prendre les marges sur coût spécifiques de tous les produits auxquels on retranche la charge fixe commune. Mais là, je pense que vous n'aurez pas de surprise. Je retrouve le même résultat que ce que j'avais précédemment. Et c'est nettement mieux. Il faut bien se dire que nos méthodes ne changent pas le résultat final, c'est seulement la manière dont on met en perspective son apparition qui est différente. Alors, je reprends le calcul des charges fixes communes, comme vous le demandez. Pour obtenir mes charges fixes communes, je vais me mettre ici. Voilà comment je fais. Je prends le montant de la charge fixe totale, celle qu'on a au début, et j'enlève toutes les charges fixes spécifiques. Donc là, ici, ça me fait prendre les 210 000 de charges fixes que l'on avait au début, et à celle-ci, je retranche les 3 charges fixes spécifiques que je vous mets ici en surligné.
Et ça me fait 64 000 de charges fixes communes. Il faut bien se dire que les charges fixes de l'entreprise, on a soit des charges qui sont spécifiques, soit des charges qui sont communes. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, si maintenant je me penche sur mes produits, je trouvais que j'avais ici un résultat qui était plutôt assez faiblard. Eh bien, une bonne partie de l'explication de ce résultat provient de la mauvaise performance du produit, la magie du baroque savoyard. C'est le produit qui soit n'a pas assez de chiffre d'affaires, soit a trop de charges, mais en tout cas a une marge sur coût spécifique négative. Donc il est venu consommer, comme je vous le disais, la marge des 2 premiers produits. Donc ça couvre un peu moins facilement la charge fixe commune et ça limite le montant du résultat. Donc, s'il y a une action prioritaire à mener pour cette entreprise Belle Savoie, c'est avant tout s'occuper de ce produit-là. Alors, on va pouvoir regarder ça de différentes manières. Je vais me faire un peu de place sur la gauche. Les questions qui se posent tout de suite maintenant, c'est la question de la conservation ou non de ce produit. Magie du baroque, etc. Ça, c'est une question urgente. Parce que là, je pense que vous êtes convaincus, si j'arrête de m'occuper de ce produit, automatiquement, mon résultat augmente de 3000. Je me mets juste en dessus pour vous faire la démo. Si la magie du baroque n'existe plus comme produit, je vais prendre la marge sur coût spécifique des 2 produits restants, Savoie médiévale et Visite Guide d'Annecy. Je retranche la charge fixe commune et vous voyez que mon résultat est déjà un peu amélioré. Donc, sur une approche très mathématique, je pourrais dire, dans un premier temps, oui, je peux supprimer le produit. Cela semble améliorer notre résultat. Ça peut être mon premier réflexe. Attention, c'est des fois un peu le réflexe qui va vous tuer. Il faut faire hyper gaffe. Parce qu'après, il y a un deuxième niveau de réflexion qui est un niveau plus marketing commercial. Je m'explique. On ne connaît rien de ce produit. Première chose qu'on peut quand même regarder, c'est est-ce qu'on ne serait pas avec un produit qui est un produit nouveau? Parce que classiquement, les produits nouveaux sont ceux qui, dans les premiers temps de leur vie, gagnent relativement peu d'argent. Donc, si vous avez la seule habitude de supprimer tous les produits qui ont une marge sur coût spécifique négative, en fait, vous supprimeriez tous les nouveaux produits qui pointent leur nez. Donc, ce n'est pas une super idée, ça. Parce que les produits qui commencent leur vie, souvent gagnent peu d'argent, voire en perdent. Mais par contre, dans quelques années, c'est ceux qui vous feront apparaître peut-être bien des beaux bénéfices.
Donc ça, c'est surtout la première chose à regarder. Est-ce que c'est un produit nouveau ou pas? Donc je mets la question complémentaire. Nouveau ou pas, le produit? La deuxième chose, mais c'est du marketing bête et méchant, mais est-ce qu'on est face à un produit qu'on appelle un produit d'appel ou produit tête de gondole? Je mets en avant un produit avec des prix abordables. Vous remarquez, hein, c'est celui qui est le moins cher dans ce qui est proposé, mais finalement, c'est pour attirer l'œil du client. Il va peut-être, à partir du moment où il voit ce produit mis en avant pas cher, s'intéresser à ce que l'on propose et puis finalement s'inscrire dans les produits qui, eux, nous font gagner une belle marge. Et donc, si vous supprimez ce produit, bah, typiquement, vous êtes en train de scier la branche où vous êtes assis. Le produit qui attire le client, vous le supprimez. Donc, le client va sans doute être beaucoup moins présent. Et ce sera au détriment des autres produits. Là, vous qui êtes un peu économiste sur le fond, vous seriez intéressé peut-être par une élasticité, variation de la demande d'un produit en fonction de la demande d'un autre. Une petite élasticité bête et méchante, mais quelquefois utile. Quel est le lien? Surtout quand vous avez peut-être le problème d'un produit qui est un produit complémentaire, ce qui n'est sans doute pas le cas ici, mais qui est un cas assez fréquent. Je vais me permettre de vous parler d'une petite histoire. Là, une entreprise dans la région, il y a quelques années, fabriquait des compresseurs à air. Vous connaissez sans doute ça, hein, vous voyez, c'est ces cuves sur roulette avec un petit moteur compresseur qui vous permet de gonfler les pneus de votre voiture avec un manomètre, qui vous permet de faire de la peinture avec un pistolet à peinture, etc. Je pense que vous visualisez. Bon. L'entreprise dont je parle a fait ce travail de calculer les marges sur coûts spécifiques de ces différents produits. Donc, vous aviez le compresseur, les accessoires, etc. Et puis, arriver à la conclusion que certains produits dégageaient de très, très belles marges et d'autres produits avaient des marges négatives. Bon. Premier réflexe, on supprime les produits à marge négative. C'est eux qui font que notre bénéfice n'est pas aussi important qu'on souhaiterait. Ouais, mais voilà. Il y avait un petit point qu'il ne fallait pas négliger dans l'approche. C'est que les compresseurs fabriqués pour cette entreprise avaient des pas de vis qui leur étaient propres en termes de diamètre, ce qui fait que tout ce qui est tuyaux, accessoires, qui étaient également proposés aux clients, ne pouvaient s'installer que sur ces compresseurs-là. Et que les accessoires d'autres fabricants ne pouvaient pas être installés dessus. Et là, vous comprenez tout de suite ce qui apparaissait. Le compresseur lui-même, plutôt les modèles de compresseurs, étaient les produits qui avaient les marges sur coûts spécifiques négatives et les produits type accessoires, pistolet à peinture, manomètre, etc., étaient les produits qui dégageaient de très belles marges. Et supprimer les produits à marge négative, les compresseurs, vous voulez dire que vous tuez la poule aux œufs d'or. Parce que les clients achetaient ces compresseurs pas très chers, mais derrière étaient obligés, pour pouvoir continuer à utiliser leurs compresseurs, d'acheter les accessoires proposés par l'entreprise à des prix conséquents. Donc, si vous supprimez les compresseurs, en fait, peu à peu, votre marché va se réduire de plus en plus parce qu'il y aura de moins en moins de gens propriétaires de ce compresseur qui voudront alors acheter les accessoires. Là, il fallait conserver les produits à marge négative. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle un business model très particulier. Vous connaissez sans doute une à deux qui correspondent bien à ça, de produits.
Vous connaissez sans doute les machines à café type Nespresso, les petites capsules, ou les imprimantes que vous avez peut-être à la maison. L'imprimante est très parlante. Vous avez certainement vu des modèles d'imprimantes pas chers, 40, 50 euros, mais vraiment pas cher. Qui fait tout, scan, machin, chose. Ah, super. Vous achetez l'imprimante, vraiment pas cher. Et puis en fait, quand vous commencez à utiliser l'imprimante, que vous devez acheter des cartouches d'encre pour la réapprovisionner, et bien là, vous vous rendez compte que la moindre cartouche d'encre couleur, c'est 28 ou 30 euros. La cartouche noire, 20, 24 ou 25 euros. Quand c'est bien fait, certaines marques, je pense à HP ou autres, ont intégré à l'imprimante un petit bout d'application qui permet de vérifier que c'est bien une cartouche d'encre d'origine qui est mise dessus et non pas quelque chose qui peut être rechargé, bricolé. Et donc là, ben, vous avez en fait l'imprimante marque sur coup spécifique négative, mais c'est fait exprès. On ne gagne rien, mais vraiment rien dessus. Mais on sait que derrière, on va vous vendre ce qu'on appelle du consommable en grande quantité et de manière très, très onéreuse. Parce que si vous regardez la valeur de l'encre dans ces petites cartouches, on vous les vend au prix de l'or, hein, quasiment. Voilà, donc pas supprimer l'un, parce que derrière, vous supprimez celui qui vous rapporte beaucoup. Voilà, donc ça, c'est les choses à regarder. Résultat des courses, il y a peut-être une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est se dire, eh bien, peut-être qu'on peut faire en sorte d'améliorer le produit. Donc, je vais aller sur l'amélioration possible de notre produit. Et je vais essayer de me rendre compte si cette amélioration va demander beaucoup d'efforts, si elle est réalisable, si l'objectif de rendre rentable le produit, quelque part, est envisageable. Pour ceci, eh bien, j'ai de nouveau un outil. Ça va être de calculer le seuil de rentabilité du produit. Ceci, je vais le faire pour nos trois produits, comme ça, on va... Oh, oh, non, c'est pas ça. Je vais le faire pour les trois produits. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte si effectivement ça répond bien à ce qu'on a pu constater. Et le seuil de rentabilité va être légèrement modifié par rapport à ce qu'on connaît. On va retrouver le début de la formule. Je prends le chiffre d'affaires que je connais de mon produit. Par contre, je le multiplie par la charge fixe spécifique au produit, le tout divisé par la marge sur coût variable de ce même produit. La petite nouveauté, c'est la charge fixe spécifique. En fait, là, ce que je suis en train de calculer, c'est quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser de manière à ce que j'ai au moins un niveau de marge sur coût spécifique égal à 0. C'est une légère transformation du seuil de rentabilité. Parce que moi, l'objectif de la méthode du direct costing évolué, c'est bien de dire, mon produit, au moins premier objectif, il faut qu'il couvre les charges dont il est le seul utilisateur. Donc, entre autres, la charge fixe spécifique. Ça, vous l'avez vu dans la petite vidéo sur notre maison de la montagne du Transcar, dans la vidéo. Alors, pour la Savoie médiévale, eh bien, je vais prendre le chiffre d'affaires connu, 225 000.
Je le multiplie par la charge fixe spécifique, 35 000, et le tout divisé par la marge sur coût variable de ce même produit, ici, 84 000. Ce qui nous donne un seuil de rentabilité à 93 750. Que je peux également transformer en nombre de produits. Là, je vais faire simple, je divise par le prix. Je ne vais pas m'embêter beaucoup. Il faudrait vendre 1250 produits de la Savoie médiévale pour que les charges fixes spécifiques soient couvertes et qu'on soit à marge sur coût spécifique égale à 0. Ici, notre produit, si je me rappelle bien, on en vend 3000, et c'est un produit qui est largement intéressant pour nous. Le seuil de rentabilité représente moins de la moitié de nos ventes actuelles. Alors là, vous pouvez même vous amuser à calculer les marges de sécurité, etc., si vous voulez. Je ne vais pas le faire, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Je duplique le calcul sur les deux autres produits. Je ne m'amuse pas à faire les arrondis, mais il faudrait les faire. Pour la visite guidée d'Annecy, eh bien, 189 000, presque 190 000 de seuil de rentabilité, ce qui correspondrait à 3166 produits. Là aussi, on est face à un produit qui est intéressant, puisqu'on en vend 6 000. Donc là, le seuil de rentabilité, c'est légèrement plus que la moitié de nos ventes. Donc ça, bon produit, pas de problème. On l'a serré depuis le début. Et puis, si on s'intéresse à celui qui est notre produit qui pose problème, la Savoie baroque, effectivement, vous voyez que là, la situation problématique apparaît bien. Le seuil de rentabilité serait à 4800 produits et à l'heure actuelle, on en vend 4500. Donc, seuil de rentabilité supérieur aux ventes actuelles. Mais le truc, c'est de nouveau quelque chose qui nous embête parce que on vend aujourd'hui 4500 produits et puis aller à 4800, on serait pile à la rentabilité zéro. Donc on n'est pas loin. Qu'est-ce que c'est que 300 produits sur un total déjà de 4500 vendus? Il n'y a peut-être pas un gros effort à faire. Oui, mais maintenant, il va falloir regarder quelques exemples d'efforts que l'on pourrait essayer de faire. Les efforts classiques, c'est dire par exemple, alors c'est un très grand classique, ceux qui ont un peu de pub commerciale, le premier réflexe qu'ils me disent souvent c'est on fait de la pub. Allez, on fait de la pub. Je dirais oui, mais faire de la pub, il faut quand même regarder les conséquences que ça va avoir. On sait depuis quelque temps que si je fais de la publicité sur le produit, en fait, j'augmente les charges variables. Et si j'augmente les charges variables, cela va avoir un impact sur la marge sur coût variable. Ça, on le sait. Donc, est-ce que la publicité que je vais faire sera avec un impact suffisant sur les ventes pour couvrir la charge variable nouvelle que je fais apparaître et arriver à dépasser le seuil de rentabilité? Ça, c'est un peu le dilemme. On va regarder ça dans quelques instants. Deuxième petite chose qu'on pourrait me dire. On pourrait me dire, on va jouer sur le prix. On a vu tout à l'heure que c'était le produit qu'on vendait le moins cher, 54 €. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le prix ou baisser le prix peut-être? Parce que vous êtes maintenant un peu au courant que
Des fois, baisser le prix fait qu'il y a plus de demandes. Donc, et si on jouait sur le prix, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, bah là, c'est aussi quelque chose qu'il faut tester, parce que si vous jouez sur le prix, comment va évoluer le chiffre d'affaires? Est-ce que si effectivement il y a plus de demandes, est-ce que l'augmentation de la demande compense le prix revu à la baisse? Bon, ben, il reste à regarder ça, et puis après, on sera pas mal. Est-ce que pour l'instant, ça va pour vous? Ou est-ce qu'il faut que je revienne sur un point avant d'aller plus loin? Bon, ça semble aller. Je continue. Alors, je reste toujours sur ce fameux produit de la magie du baroque. Je vais commencer par m'intéresser au prix, voir ce qui se passe quand je fais varier le prix. Ici, on a l'élasticité prix-demande qui a pu être évaluée pour le produit. On a une élasticité de moins 1,8. Comprenez, si j'augmente le prix de 1%, je vais avoir un impact sur les ventes. Celles-ci vont diminuer de 1,8%. À l'inverse, si je baisse le prix de 1%, je vais m'attendre à avoir une augmentation de 1,8% de ma demande. Donc ici, je vais me faire un petit bricolage. Je vais me préparer la manière dont va varier mon prix et ma demande. Donc ici, je me suis fait un petit bout de programmation. Si par exemple, je suis en pourcentage, voilà ce qui va se passer. Admettons que j'augmente le prix de 10%, je vais m'attendre à moins 18% de demande. Si par contre, je baisse de 10% le prix, j'ai fait en sorte que la demande augmente de 18%. Si vous voulez, je vous mets en bleu, ce qui va être notre petit outil pour bricoler. Je n'ai pas du bleu plus foncé que ça. Voilà, ça c'est mieux. Je vais même vous le mettre en gras, comme ça, ça va être facile à suivre. Donc, je vais faire mon petit bricolage. Je vais commencer par regarder la manière dont le chiffre d'affaires va varier. Donc, mon chiffre d'affaires, c'est un prix fois une demande. Donc, je vais commencer par m'occuper de mon prix. Le prix, c'est 54 € à l'origine. Et je vais dire, pour le faire varier, je prends 1 plus le taux de variation du prix. Ce qui fait que si j'ai une baisse du prix, ça me fera 1 moins cette baisse. Si j'ai une augmentation, ça me fera 1 plus cette augmentation. Et je vais le multiplier, ceci, par la demande. Donc, j'étais à 4500 produits vendus, situation d'origine, que je vais multiplier par 1 plus le taux de variation de la demande. Voilà mon petit calcul. Donc là, ça va me permettre de regarder comment tout ça évolue. Vous voyez que ici, avec 10% de baisse du prix, j'ai 18% d'augmentation de la demande, donc un chiffre d'affaires qui est revu un peu à la hausse par rapport à ce qu'on avait rencontré. Et je fais en sorte que ma formule fonctionne. Donc, si je prends une augmentation de 10% du prix, j'ai une baisse de la demande de 18%. Vous voyez que mon chiffre d'affaires s'aligne à la baisse. Il est passé à 219 000. Maintenant, je vais retrancher la charge variable. Donc, la charge variable,
je me la ferai apparaître en négatif dans mon calcul, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on obtiendra après la marge sans trop de soucis. Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez réexpliquer le chiffre d'affaires, s'il vous plaît? hop là, je reviens dessus. Donc, êtes-vous d'accord pour dire que le chiffre d'affaires, c'est le prix du produit fois la quantité de produits que l'on va vendre. D'accord? Mon élasticité, prix-demande, fait que si je modifie le prix, les quantités vendues vont être modifiées. Donc là, moi, je me fais une petite formule pour regarder comment mon chiffre d'affaires peut être amené à fluctuer. Dans un premier temps, je vais m'occuper du prix. Je le mets sur le côté. Je vais dire, eh bien, le prix sera celui d'origine, 54 €. Et puis, il peut être amené, suivant que je prends la décision d'augmenter ou non le prix, ça sera 1 plus la variation. Donc, si j'ai une variation, par exemple, à la baisse, j'ai moins 10%, je prendrai mon prix fois 1 moins 10%, c'est-à-dire fois 0,9. Si à l'inverse, je suis sur l'augmentation, je prendrai le prix ancien fois 1 plus mes 10%. Et ça sera la même chose pour les quantités. À la base, je prends la quantité initialement connue, 4500, et je vais dire, eh bien, cette quantité va diminuer ou augmenter en fonction de ce qui se passe du côté des prix. C'est la fameuse variation de la demande. Eh bien, je vais faire la quantité fois 1 plus notre variation de la quantité engendrée par mon prix. D'accord? Est-ce que ça va? Ça, c'est un peu toute la magie du tableur lorsqu'on fait de la gestion. C'est qu'après, ça vous permet de multiplier les scénarios possibles pour essayer d'améliorer votre situation. Si c'est bon pour vous, je passe à la charge variable. Ce sera la même chose. Oui, merci. Mais je vous en prie. C'est quelque chose que je vais retrancher, donc je mets le signe moins. Je prends le montant de ma charge variable initiale, de 44, et la charge variable varie en fonction des quantités. Donc, je remets le couvert, je prends les 4500 ventes initiales que je multiplie par 1 plus le fameux taux de variation que l'on a vu il y a quelques instants. Et donc là, la charge variable va fluctuer en fonction de la quantité, donc en fait fluctuer en fonction de la manière dont je modifie mon prix. Donc ici, j'ai un prix j'ai une charge variable, pardon. Si mon prix augmente de 10%, qui va être alors de moins 162 360. La charge variable est revue à la baisse, c'est normal, on vend moins. La charge fixe spécifique, elle ne change pas, c'est toujours nos 48 000. Et une fois que j'ai cela, je peux obtenir la marge sur coût spécifique, somme de tout cela. Et vous voyez que là, maintenant, en augmentant de 10% mon prix, je perds 18% des ventes. Mais 10% de prix en plus m'a permis de dégager une marge sur coût spécifique. Et là, je vais pouvoir faire mes essais. Par exemple, je passe à 20% d'augmentation du prix. Le
Le chiffre d'affaires continue à diminuer, la charge variable aussi, mais la marge sur coût spécifique s'améliore. Je peux me dire, eh bien, et si je baisse le prix, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je baisse le prix, il va être logique que je vende plus de produits, mais ces produits collectent beaucoup moins de chiffre d'affaires. C'est plus suffisant pour couvrir les charges, encore beaucoup moins qu'avant. 10% de baisse du prix, ben je suis à moins 23 000 de marge sur coût spécifique. J'ai dégradé encore plus la situation en vous disant, baissant le prix, je vais générer plus de ventes. Donc ça me permet, vous voyez, de modéliser tout ça. Donc je reviens dans ma situation, j'augmente le prix de 10%, qui était la situation de base que je voulais. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai un indicateur qui me dit, bon, ben oui, vaut peut-être mieux vendre moins, mais vendre mieux. Visiblement, pour ce produit, c'est le cas. J'ai après une autre possibilité. C'est celle de faire de la publicité. Donc là, j'ai me bricolé un petit truc aussi. J'ai une élasticité publicité-demande de 0,1. Et j'envisage par exemple de faire une publicité de 4 000 €, publicité supplémentaire, donc une charge variable supplémentaire pour vendre plus de produits. Ben, voilà ce que je peux dire. Pour une publicité de 4 000 €, je vais avoir une augmentation des ventes de, je vais mettre ici, eh bien, avec une élasticité de 0,1, il faut comprendre que 4 000 € de publicité, bah, ça applique une augmentation de 10%. Donc, je prends 4 000, ma dépense, j'applique le coefficient 0,1, 4 000 de pub fait que je peux m'attendre à une augmentation des ventes de 400 produits. Et bien sûr, si je passais à 8 000 € de pub, je vais passer à 800 de ventes supplémentaires. Bon, ma question était sur 4 000, je vais rester à 4 000. Je vais donc maintenant regarder ce qui se passe au niveau de la marge sur coût spécifique en commençant par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, eh bien, toujours prix fois quantité. La quantité, eh bien, c'est les 4 500 que j'avais au début. Je fais de la pub qui est censée me permettre de vendre 400 produits supplémentaires. Et je multiplie cela par les 54 € de prix. Avec 4 000 € de publicité, eh bien, mon chiffre d'affaires devrait passer à 264 600 €. Je vais être amené aussi à recalculer la charge variable. Ma charge variable, c'est de nouveau la quantité vendue fois la charge variable unitaire. Les ventes, même principe que tout à l'heure. 4 500 de ventes initiales, plus 400 ou plus de produits du fait de la pub, que je multiplie par les 44 de charge variable initiale. Et puis, une chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que la charge variable de publicité est une charge variable. Donc, je vais la rajouter à mon ensemble.
je rajoute le montant de ma publicité. Ici, 4000. La charge variable passe à 219 600. La charge fixe spécifique est toujours de 48 000. Ainsi, je vais obtenir cette marge en prenant le chiffre d'affaires moins les différentes marges. Et vous voyez que là, en fait, ma publicité ne change rien au problème. J'ai beau augmenter la dépense de pub, les ventes que génère la publicité supplémentaire bien, ne permettent pas de passer en marge positive. Ça génère des ventes en plus, mais comme derrière, j'ai une charge variable en plus, je reste avec une marge négative. Et même si je double la dépense de pub, je ne change pas la marge. C'est un jeu qui est un jeu à somme nulle. La pub ici n'aura pas d'influence a priori sur ma marge. Donc je vais pouvoir comme ça démultiplier les dépenses de pub, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est le prix qui semble être plutôt la variable à utiliser pour ce cas précis en tout cas. Alors, vous voyez là, je vais rester calme parce qu'après je vais encore partir sur un petit délire, mais j'ai plein de possibilités. Vous voyez, je pourrais imaginer que je vais avoir une publicité que je vais coupler avec une variation du prix et regarder ce qui se passe. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses, tout ça. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Voilà. Je vais vous montrer que là, on a un outil en fait qui est intéressant à beaucoup de points de vue. Quand vous commencez à utiliser ces méthodes direct costing évoluées, de seuil de rentabilité, etc., en fait, vous vous intéressez vraiment à comment je peux essayer d'améliorer ma situation en tant qu'entreprise. Mais vraiment en tant que responsable d'un produit, d'une entreprise, etc., je fais mes simulations. On ne peut pas seulement dire je fais de la pub comme ça, on verra bien ce qui se passe. Quelquefois, c'est complètement contre-productif. Imaginez, par exemple, vous voyez que j'ai eu plutôt une élasticité de 0,05. Eh bien, vous voyez, là, je change ma simulation. Toute dépense de publicité que je fais dégrade ma situation. Ça me coûte très cher de faire de la pub et ça rapporte très peu de ventes supplémentaires. Bon, bah là, la réponse va être très mauvaise idée. Elle est beaucoup trop marginale, cette pub. Là, déjà, qu'elle n'amène rien en tant que dépense supplémentaire.